Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose ericksonienne du huitième cours du niveau 2 de la Milton Erickson Institute de Phoenix de Jeff Zeg. Et là c'était Brent Jerris qui nous donnait cours. Et le thème c'était sur les différentes pratiques qu'on peut mettre en place. Alors je vais tenter de vous retrouver le nom en anglais. Mais en gros, ouais, comment planifier vos traitements. Alors, j'ai trouvé le cours sympa et je trouve que c'est intéressant de le faire. Donc, au bout de. Là, c'est la 16e session de 2 heures. Donc, on va dire au bout du niveau 1 complet, débutant ou peut-être intermédiaire. Pour les personnes qui vont arrêter là et qui veulent pratiquer, parce qu'ils ont vraiment des bases. Vous les avez suivies au fur et à mesure. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas vu des trucs de ouf euh, dans l'enseignement ni dans les techniques hypnotiques. Et je trouve ça plutôt intéressant parce que pour les personnes qui se disent ouais mais moi dans mon école j'ai pas assez vu ceci ou pas assez vu cela, là il reste potentiellement autant de cours, mais pour eux à ce moment précis ils disent bah voilà ce que vous pourriez faire. D'ailleurs dans une des questions à la fin il y avait mais on n'a pas besoin d'être diplômé certifié pour faire de l'hypnose. Et Brent il dit bah non, c'est pas du tout le cas et personne ne te le demandera. Donc je trouve que il y a une certaine pertinence à dire bon, sachez ce que vous pouvez faire parce que maintenant avec ce que vous avez étudié, vraiment les bases que vous pouvez faire et recevoir pour faire de l'hypnose. Et ça en est même hyper intéressant quand beaucoup de disent ouais, beaucoup de personnes disent ouais, mais je ne suis pas capable de faire après mon mois ou mon mois et demi de formation. Si, si, tu es capable. On n'a pas besoin de 10 000 techniques. Après, il faut du temps, faut de la répétition, il faut de la distance, prendre de la distance sur son taf. Et après, on commence à compléter avec plein d'autres choses. Voilà. Donc, quelques points intéressants. Donc, il y a des, il estime que l'hypnose, elle est drivée par la profession que vous faites. N'oubliez pas, hein, à la Milton Erickson Institute, ils ne prennent que des élèves en psycho, des personnes qui sont médecins, psychologues, etc. etc. Euh, donc, pour eux, c'est la profession qui va avoir de l'importance. Par exemple, il dit si tu es psychologue, si tu es physicienne, donc médecin, social worker, un conseiller, etc. Chacun a une norme éthique et tu la suis dans ta notion d'hypnose. C'est intéressant parce que pendant toute la session, il a fait comme si la notion de praticien d'hypnose, de thérapeute d'hypnose, ça n'existait pas. Pour lui, c'est un outil complémentaire à de la psychothérapie et il ne considère pas l'hypnose comme une psychothérapie. C'est assez intéressant. D'ailleurs, il y a un super cours de Jeff Zeg, je vous invite à le faire, où justement, il parle de psychothérapie, il voit comment s'intègre l'hypnose dans la psychothérapie. Il conseille pour les personnes, alors dans ce cadre-là, parce que ça a été une question ultérieurement, mais pour les personnes qui sont déjà psy, qui sont déjà conseillers, etc., etc., d'utiliser plutôt le mot clinical hypnosis, donc hypnose clinique. Parce qu'il dit aux États-Unis, et en France c'est la même chose, beaucoup de personnes vendent de l'hypnose spirituelle, de l'hypnose X ou Y, et il dit pour lui, il y a un manque de sérieux derrière tout ça. Donc, posons vers quelque chose de sérieux qui est l'hypnose clinique. Euh, mhm. Bon, là, il dit qu'aujourd'hui, c'est beaucoup au devant de la scène, l'hypnose. Donc, il faut vraiment montrer quelque chose d'assez pro. Bon, il propose aux personnes de faire des rencontres, d'aller dans les universités, d'aller voir des gens, d'organiser des petits échanges. Bon, il ne le dit pas sur Internet, mais moi je vous invite aussi, n'hésitez pas, quand vous débutez, à faire des petits groupes pour aller échanger sur vos connaissances, à dire à vos potes, ok, ce soir on se rejoint sur Jitsi, sur Zoom, et puis je vous papote un peu d'hypnose. Hum, Alors, lui, ce qui est intéressant, il dit, si vous faites une démonstration dans n'importe quoi, une petite rencontre que vous faites, évitez de vous faire enregistrer. Alors là, on va voir le process très américain. Il dit, parce que, admettons que je fasse une séance, vous voyez ma session, elle est enregistrée sur Internet. Vous faites quelque chose avec ce que vous avez vu de ma session,
et que vous faites, alors lui, il va loin, hein, il dit, imaginez que la personne fait un crime. Et donc, bah, il dirait, bah, c'est à cause de l'hypnose de Brent Jerry's que j'en suis là. Bon, en France, ça passerait pas, mais aux US, imaginez bien que c'est possible que ça passe. Donc lui, il est contre l'enregistrement à ce moment-là. Donc il est complètement OK pour faire de l'hypnose sur les membres de la famille, sur les potes et tout ça. Il dit on évite de faire plutôt de la psychothérapie. Sinon, vous pouvez faire tout ce qui est relaxation, imagerie mentale, euh, projection, futurisation, etc. etc. L'idée étant d'éviter, et ça on sait bien, hein, ce que lui il appelle le dual relationship. Ouais, je suis trop bien avec mon accent slovène. Donc la relation duel, en gros, pour nous, ça serait transfert contre transfert et les problématiques que ça va créer dans un cadre familial, amical et dans le travail d'accompagnement. Euh, Moi, je l'ai fait souvent. Et souvent, ce que j'ai dit aux personnes quand on me dit, mais je peux le faire sur des potes. Ouais, ouais. Mais sois prêt à ce que tes potes soient plus tes potes. Voilà. Ou ta famille t'en veuille la mort, donc tu coupes avec ta famille. C'est ça qui veut préserver que la relation soit clean et que ça soit pas une relation duel. Euh, voilà, bon après, éthique de l'hypnose, soyez pro. Euh, donc ouais, il dit, on dit parfois que l'hypnose ne peut pas être utilisée sur certaines personnes. Et lui, il dit, par exemple, sur les patients suicidaires, il conseille pas de le faire. Et c'est intéressant parce que hier, bah, vous avez eu la vidéo ce matin. Euh, il dit, avec donc du côté de Larry Hellman, on était sur la dépression et on parlait justement des partenaires qui peuvent avoir des envies suicidaires. Et dans l'hypnose hellmanienne, bien sûr, toujours avec un rapport avec le médecin, nous, on va plutôt dans l'optique de les prendre, bien sûr, avec un suivi d'un psychiatre ou d'un médecin. Lui, Dignette. C'est intéressant de voir comment on a vraiment deux perceptions différentes. Hum, Bon, il dit quand même qu'il en a pris, hein, mais qu'il ne conseille pas de le faire. Il parle des patients psychotiques, et ce que j'aime bien, c'est qu'il dit le problème, c'est qu'aujourd'hui, psychotique, c'est une catégorie hyper large et qu'il y a un gros segment de la population psychotique avec laquelle on ne peut pas utiliser l'hypnose, mais paradoxalement, il y en a une autre où tu peux. Il dit ceux à l'époque qu'on appelait les paranoïdes schizophréniques, eux, cette catégorie-là, c'est quasiment dead pour faire de l'hypnose dessus. Sinon, pour les autres, globalement, il est possible d'en faire. Par contre, si je résume un petit peu sur tous les cas qu'il a pris, il dit faut aller droit au but. On évite toutes les métaphores, toutes les discussions, etc., etc. C'est vraiment plutôt de l'hypnose qui va être directe, voire directive. Et je trouve ça intéressant hein, venant de quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'indirect. Euh, Hop, ok, bon là il parle de différents types de cas. Au niveau des ordres de personnalité, là aussi il dit c'est assez vaste. Et lui il se réfère au cluster B, donc les sociopathes, narcissiques et borderline. Donc il dit bosser avec les narcissiques, c'est de très bons candidats pour l'hypnose, ça pose pas de problème. Juste ne vous attendez pas à avoir des retours rapides avec eux. Pour les borderline, il dit que d'expérience, il voit que davantage les personnes borderline sont plutôt de sexe féminin et les sociopathes sont plutôt de sexe masculin. Et il dit ça peut bien fonctionner sur des borderline qui sont encore dans euh, pas trop rentrés dans la pathologie et qui ont encore, par exemple, des boulots qui arrivent encore à se tenir sur pas mal de choses. Là, tu peux bosser. Si par contre ils sont dans des états hyper down, il dit l'hypnose ne sert pas à grand chose. Euh, voilà, donc plus de borderline sont des femmes et des sociopathes plutôt masculins. Euh, oui, alors bon, là c'est bah, bien sûr, hein, c'est là où c'est intéressant de voir ces différentes obédiences.
Pour lui, dans le travail avec les borderline ou avec les sociopathes, la transe profonde n'est pas une nécessité. En hypnose directe et plutôt hahnemannienne, nous à chaque fois on dit bah, allons plutôt au niveau somnambulique, c'est un niveau nécessaire, donc assez, bah, un niveau profond, un niveau somnambulique, pour travailler. Là on voit encore les deux versants de cette discipline. Euh, ok, bon ça. Hop. Alors pour lui, au niveau des sociopathes, il dit ne faites que dalle, rien avec eux. Alors pour lui, il dit carrément ils n'ont pas d'inconscient. Alors bien sûr, il dit bien sûr, vous me direz que bien sûr que les sociopathes en ont comme tout le monde, mais il dit en fait ils n'ont pas de scrupules, pas de morale, pas d'éthique. Ils n'ont pas de conscience en tant que tel et de ce genre de trucs-là. Et ils sont ultra manipulateurs. Vu qu'ils n'ont pas de scrupules d'éthique, de morale, d'empathie, de compassion, donc des caractéristiques vraiment humanisantes, avec quoi vous allez bosser. Voilà, donc il dit évitez, hein, si vous bossez avec des sociopathes, ça peut être compliqué. Et comme il dit si quelqu'un veut vraiment le faire, bah, je le salue bien bas et je lui dis bonne chance. Euh, euh, Oui, l'hypnose peut bien fonctionner sur les personnes dépendantes, donc les désordres de personnalité dépendantes. Ça peut les aider et les apaiser un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit tout le temps que ces sessions, elles durent 24 minutes, entre 24 et 30 minutes. C'est assez court. Bon, après, il parle de l'hypnose de groupe. Il dit que c'est plutôt intéressant de proposer 20 minutes des sessions d'hypnose pour apaiser, relâcher, relaxer, centrer les gens en hypnose de groupe. Lui d'ailleurs, il expliquait un peu plus loin que il aurait bien eu un cabinet où il ne fait que de l'hypnose de groupe. Il dit on reste plus général et puis chacun prend ce qu'il a à apprendre. Bon après c'est vraiment je pense une façon de bosser, quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il parle des enfants. Lui, par exemple, il en prend pas, mais il dit l'hypnose peut les aider. Pour les ados, il dit que ça peut vraiment les aider, qu'il faut faire des séances entre 12 et 20 minutes, surtout basées sur la relaxation, la futurisation, la confiance en soi. Et merde, j'ai tout foutu en l'air. Pop, pop. Après, pour les patients anxieux, il explique en fait que faut éviter d'utiliser le mot anxiété à tire-larigot parce que bah, à la base, s'ils le sont, c'est que c'est pas hyper gagné pour eux. Donc, c'est vraiment des mots qu'il faut pas exploiter. Faut pas penser à avoir des méga résultats en une séance. Prenez vraiment votre temps et ne commencez pas à promettre en 2 3 4 sessions. Lui, il est vraiment sur l'idée de de ne pas savoir. Et plus l'expérience est, il dit, moi je sais. Il conseille d'enregistrer les séances. Ça aussi, je vous le conseille également. Ça peut vachement vous aider. Euh, ouais, voilà, globalement. Bon, c'est des questions très simples, hein, mais pour faire simple, vous pouvez bosser sur tout le monde, comme il dit. Il n'y a pas vraiment d'anti. Vous ne pouvez pas, il est interdit d'eux. Maintenant, il y a certains types, et notamment les psychotiques un peu lourds, vous mettez de côté. Nous, en France, si vous avez un psychotique, c'est que souvent, il va y avoir un psychiatre quelque part, et donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec le psychiatre, ça vous évitera pas mal de problèmes. C'est une session qui, qui permet de cadrer pour les personnes qui savent pas trop. D'ailleurs, dans les questionnements, ça a été beaucoup au niveau des, est-ce qu'il faut des certifs? Est-ce qu'il faut certaines qualifications spécifiques? Et après, il a un peu papoté au niveau des troubles dissociatifs, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc. Voilà, donc là, ça clôt le niveau 2 de Hamilton Erickson Institute. Va y avoir le niveau 3 qui va commencer, je sais plus, le 10 mars, je crois, et c'est reparti pour 8 semaines. Et après, il y aura le niveau 4 pour un nouveau 8 semaines. Donc, je vous dis à très vite. Et si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à les partager sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.